Salut tout le monde, salut à tous et bienvenue dans ce nouveau direct dans le programme Formation Scan Bioénergétique 2025. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes là, tous en forme, toujours heureux de travailler sur cette formation, de bouleverser les schémas intérieurs, à la fois les vôtres et à la fois ceux de vos scannés. Bon, je vous laisse un peu arriver. Beaucoup de choses sur le mur. Je trouve que c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes. Vraiment profiter de cet espace. C'est exactement la raison pour laquelle nous avons décidé d'être sur Facebook, qui n'est pas toujours une bonne idée pour certains d'entre vous, mais qui permet quelque chose qui n'existe que très rarement, enfin, qui existait très rarement, mais je pense que nous l'avons démocratisé parce que beaucoup de formateurs sont venus m'en parler et depuis quelques années maintenant ça se déploie. Mais j'ai toujours dit à mes amis formateurs, faites vos formations sur un support qui permet aux gens de rentrer en contact les uns avec les autres sans que vous ayez à décider ou à faire le relais ou à faire la médiation ou à faire l'entremetteur. Vous êtes sur un groupe qui est un réseau social et ce réseau social doit porter ce nom, c'est-à-dire on doit honorer l'idée du réseau social, c'est-à-dire que toute personne qui fait la formation peut rentrer en cliquant simplement sur le profil d'une personne, peut rentrer en contact avec elle et lui envoyer des messages et peut-être créer des liens qui vont être éternels puisque ces formations sont là pour vous réunir à la fois par le travail bien sûr, mais aussi par l'engagement, l'éthique, la volonté, etc., etc. Donc, utilisez ce groupe pour faire des contacts. Et puis, utilisez aussi ce groupe pour poser vos questions. C'est très important que... En tout cas, ce qui est très important, c'est que, même si le message de Sylvie qu'on a tous lu est merveilleusement doux et cherche véritablement des réponses et pas du tout un moyen de revendiquer quoi que ce soit, c'est quand même dommage que les questions ne soient pas posées au moment où elles effleurent l'esprit de chacun. En fait, il n'y a aucun endroit ici qui vous dit qu'il n'est pas possible de poser des questions. Enfin, je veux dire, si on est sur Facebook, s'il y a un mur, c'est bien pour ça. Donc, n'hésitez pas, quand vous avez des questions, posez-les. Et puis, je remarque aussi qu'il y a beaucoup de questions qui sont dans le message de Sylvie, qui sont des questions auxquelles on a déjà répondu plein de fois pendant les piliers. Et dites-vous que ce n'est pas parce que vous avez déjà su que quelqu'un avait posé les questions qu'il ne fallait pas la reposer. On a le droit de poser 15 fois les mêmes questions et nous, on est là pour vous répondre. Et si c'est 15 fois, et si c'est 16 fois, et si c'est 17 fois, eh bien on vous répondra 15, 16 ou 17 fois. Ok. Il y a un message que je trouve très intéressant dans ce qui a été posté récemment. C'est le message de Stella. Alors, il faudrait que je le retrouve. Mais le message de Stella sur... Voilà. J'ai besoin d'un petit éclaircissement sur les notions de double énergétique et double astral. Pouvez-vous, cher Laurent ou cher référent, m'en donner une définition claire? Merci. En fait, on rentre dans une notion de la physique quantique qui est une notion très compliquée. Le double astral ou le double énergétique, c'est une notion très compliquée. Moi, je cherche dans mes travaux à en sortir une définition extrêmement simple. Mais si on commence vraiment à regarder ce qu'est le double énergétique et comment il fonctionne, si, bien sûr, on ne le confond pas avec le multivers et les présences multiples, ce qui est encore, enfin c'est lié, mais c'est encore plus ample, je dirais ceci. Et vous allez vous rendre compte, une fois de plus, que c'est une réponse que j'ai faite 1000 fois. Eh bien, si c'est la 1001e fois, dites-vous que ça ne me dérange pas. La réponse est simple. C'est que plus on travaille sur nous-mêmes, à partir de n'importe quelle situation de notre vie qui nous met dans l'embarras et on décide de se remettre en question, de faire une introspection par rapport à ce sujet-là. Cette petite introspection va nous obliger à nous retourner sur nous-mêmes pour essayer de savoir quels sont nos fonctionnements. Au départ,
On va essayer de savoir pourquoi on pose ces actes, pourquoi on réfléchit comme ça. Et plus on va creuser, non pas le problème, mais les notions auxquelles ce problème se réfère, c'est-à-dire le modèle relationnel, les fonctionnements de la pensée, petit à petit, on arrive à l'énergie. Et la compréhension de l'énergie nous sort d'une compréhension qui est uniquement de la matière, qui pourrait être comparée à la physique mécanique, à la physique matérielle, la physique classique, pour rentrer dans un champ qui est un champ plus quantique. Et ce champ plus quantique que la physique a découvert en 1900, ce moment où on rentre dans la physique quantique, c'est le moment où nous, on arrête de se poser la question de savoir pourquoi on est désagréable et quelles sont les stratégies dans la matière pour vivre plus heureux. Et on va commencer à regarder l'énergie. Plus on creuse sur l'énergie, plus on se rend compte qu'en réalité, notre part matérielle, la part matérielle de qui nous sommes, elle est extrêmement réduite. Et vouloir régler nos problèmes avec notre part matérielle, c'est absurde. Parce que c'est comme si on se référait à une seule pièce de puzzle en disant « ça y est, je l'ai complété ». Non, nous sommes beaucoup plus. Et plus on étudie, plus on se rend compte qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. C'est-à-dire que la part énergétique, elle est immense. Ma part énergétique, c'est quoi, concrètement? Mais c'est le fait que là, je ne suis pas avec tous les gens que j'ai croisés dans ma vie, mais il se peut que beaucoup d'entre eux pensent à moi. C'est-à-dire que beaucoup d'entre eux ne font pas référence à un souvenir. Ils se connectent à mon énergie. S'ils faisaient référence à un souvenir, ils se diraient « Ah là là, je repense au jour où j'étais au restaurant avec Laurent. » Mais c'est pas ça qu'ils font. Ils se connectent à moi, ils se connectent en énergie à ma présence sur la Terre. Comme moi, je me connecte en énergie à leur présence sur la Terre. Quand je pense, entre guillemets, à eux, en réalité, je me connecte. Le mot « penser à eux » est un mauvais mot. Penser à eux, c'est faire référence à un souvenir. C'est que je les revois dans une situation précise. Mais ce n'est pas ce que je fais. Là, je suis en train simplement de me connecter à mes amis. Benjamin, Frédéric, Philippe, j'ai que des Philippe. Tous mes Philippe. Et je ne suis pas en train de penser à quelque chose de particulier. Je ne suis pas en train de penser au dernier coup de téléphone que j'ai eu avec Philippe. Je ne suis pas en train de penser à quelque chose que j'ai vécu avec Frédéric, pas spécialement. Je suis juste connecté à eux. Et à Lila, ma fille, et à Tom, mon fils, et à Chloé, ma chérie. Mais je ne suis pas en train de penser à quelque chose de particulier. Je suis juste en connexion avec eux, et cette connexion fait que l'idée de leur présence m'apparaît. Et c'est cette idée-là, leur énergie. C'est l'idée, c'est ça. C'est l'idée d'eux, c'est leur énergie. Et leur énergie me parvient. Et aujourd'hui, on a suffisamment grandi dans la formation Scan pour savoir que cette énergie qui parvient, on arrive à la lire, on arrive à la sentir. Et quand on n'a pas fait Scan, on la sait, même si on n'est pas capable de mettre des mots comme vous au début de la formation. Vous n'étiez pas capable de mettre des mots, mais vous sentiez quand même quelque chose. Et plus vous vous entraînez, et plus vous cessez de vous poser la question de savoir, oui, mais comment je dois faire, oui, mais machin, plus vous vous entraînez à sentir cette énergie et à lui donner de la matière, de la nuance, de la couleur, et plus vous êtes capable de la transcrire, de la transmettre. Donc cette énergie, elle devient vraiment quelque chose pour les gens qui travaillent la matière, enfin qui travaillent la matière de l'énergie, qui travaillent le domaine. Plus ça va, plus vous comprenez qu'en fait cette énergie, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande que vous. Ça, c'est le premier point. Puis, on se rend compte que cette énergie, elle est dans tous les espaces. C'est-à-dire que cette énergie, elle n'est pas uniquement là où vous avez des contacts. Cette énergie est dans tous les espaces. Et si demain, ou dans 15 jours, j'ai rendez-vous avec une personne que je ne connais pas, mon énergie est déjà avec cette personne. Et si cette personne ne me connaît pas, parce que je cherche à obtenir un rendez-vous avec cette personne et que cette personne, elle en a juste rien à cirer de nous parce qu'elle fait sa vie, c'est tout.
eh bien mon énergie est déjà là. C'est-à-dire que mon énergie est dans tous les espaces. Donc je peux connecter cette énergie absolument partout, dans tous les espaces. Mais ça connecte aussi dans tous les temps. Ça veut dire que je peux parfaitement revenir à une situation qui a été dans ma vie, qui m'a mis en conflit avec quelque chose ou quelqu'un, et je vais travailler, c'est le travail qu'on fait dans TEP, je vais travailler à transformer l'énergie de ce moment-là en une autre énergie que je maîtrise maintenant, c'est-à-dire passer du conflit à la paix, passer de la haine à la neutralité, passer de la peur à la tranquillité. Je peux réécrire une situation du passé. Et ça va fonctionner au point que, dans le présent, je vais avoir une transformation. Donc, je suis beaucoup d'énergie, peu de corps. Je peux faire beaucoup avec cette énergie, partout et dans tous les temps. Le double énergétique, c'est le fait de considérer que je suis cette énergie. Je suis ce corps, mais je suis d'abord cette énergie. J'ai un personnage matériel et un double énergétique. Et je vais missionner ce double énergétique. C'est ce qu'on a fait quand on était à la Masterclass Titan. On a fait ça pendant 2 jours. C'est que on apprend à maîtriser la compréhension du double énergétique avec ce qu'on appelle les flux entrants, le flux interne et le flux externe. Le flux externe, c'est mon double énergétique. Et le flux sortant, c'est l'énergie que je dégage et que je vais missionner pour régler des problèmes, pour ouvrir des chemins, pour préparer les prochaines étapes de mon projet. Et je sais qu'en gros, il y a, je dis en gros parce que c'est un peu plus complexe que ça, il y a moi qui travaille dans l'énergie. D'autres personnes utilisent le double énergétique et ils appellent ça Dieu, Allah, Shiva ou autre chose. Et en fait, ils prient pour que cette énergie-là les aide à ouvrir les prochaines étapes de leur projet, rentrer en relation avec des personnes. Quand on se met sur le bord de son lit et qu'on dit « Dieu, s'il te plaît, aide-moi à trouver la personne avec laquelle je vais passer une merveilleuse histoire d'amour » ou « Aide-moi à trouver la prochaine personne avec laquelle je vais m'éclater au lit » ou « Aide-moi à trouver le partenaire avec lequel je vais pouvoir développer mon projet », on est en train de missionner son double énergétique. On l'appelle Dieu et la difficulté, quand on travaille l'énergie, c'est de considérer qu'en fait, on travaille avec une dualité, c'est-à-dire qu'on considère que c'est l'autre, un autre, Dieu en l'occurrence, ou peu importe son nom, qui nous apporte quelque chose. Et évidemment, quand on fait un amalgame du système relationnel dans la matière et du système relationnel dans l'énergie, on fait aussi l'amalgame de ces penchants négatifs, c'est-à-dire qu'on sait, en tout cas, on vit avec l'idée qu'il y a des conditions dans la relation à l'autre, et là on on imagine qu'il y a des conditions dans la relation à Dieu, et qu'il faut être ceci, qu'il faut être cela, sinon on ne nous aimera pas, et Dieu ne nous donnera pas de bons points. Là, c'est autre chose. L'énergie quantique est une énergie dont on sait qu'il n'est pas autre chose que nous, elle est totalement rattachée à nous, et on la missionne avec foi, c'est-à-dire je sais que quoi que je pense, quoi que je dise, quoi que je fasse, quoi que les autres en pensent, quoi que les autres disent, quoi que les autres fassent, je sais que cette mission sera honorée de façon merveilleuse. C'est tout. Ça, c'est le double énergétique. C'est le double astral aussi. Et après, on peut considérer que ça, eh bien, ça se passe aussi dans d'autres univers, parce qu'évidemment, moi, je construis ma voie en imaginant qu'il n'y en a qu'une seule, mais en réalité, il y en a 18 millions, non, 18 milliards. Il y a 18 milliards de possibilités à chaque instant de ma vie. Moi, j'en privilégie une parce que j'ai le sentiment que c'est vers ça que j'ai envie d'aller. Mais en réalité, je peux continuer ma vie dans 18 milliards de situations possibles. Et donc, la maîtrise du multivers, c'est de dire, ou de dire de sa présence du double énergétique dans le multivers, c'est de dire, je ne suis que au présent. Et en fait, je réponds à tout ce que mon énergie, vers tout ce que mon énergie va créer, sachant que il n'y a aucune autre option que la gloire, le succès, l'amour, la joie, l'argent. Voilà. Et en fait,
on sait que peu importe le chemin par lequel on va, et ça c'est l'étape d'après le double énergétique, peu importe le chemin par lequel on va, en fait, on vivra exactement ce qu'on a décidé et on se laisse emporter dans des chemins qui sont des chemins totalement, inattendus, mais qu'on prend en sachant que de toute façon, quoi qu'il en soit, on vivra le bonheur. Voilà, c'était là. Il y avait un autre message aussi que j'ai trouvé intéressant, c'est celui de Célia, mais j'aimerais bien que ce soit pas uniquement destiné à Célia, mais que tout le monde essaye de savoir où il en est par rapport à ça. Ce message, il concerne le fait de sortir de son corps, ou en tout cas d'avoir quelqu'un qui dit « cette nuit, tu m'as rendu visite ». Alors, il peut y avoir un travail à partir de la conscience de ça, c'est-à-dire je peux décider consciemment que ce soir, je me mets sur mon lit et je vais visiter quelqu'un. Ça peut être quelqu'un, par exemple, à qui que je n'arrive pas à contacter, soit parce que j'ai plus ses coordonnées, soit parce que cette personne ne peut pas me voir, enfin bref. Il y a un dysfonctionnement relationnel qui fait que je n'ai pas accès à cette personne-là. Mais je la connais, par exemple. Donc je peux très bien sortir mon énergie de mon corps, c'est-à-dire en gros, je vais me figurer que mon énergie est une conscience qui sort de moi, et en fait, je peux lui faire le trajet, jusqu'à l'endroit où est cette personne. Je peux lui faire monter des escaliers si je connais l'endroit. Je peux lui faire monter des escaliers, traverser des pièces et aller lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Et puis revenir, ce que très peu de gens pensent à faire, mais revenir jusqu'à moi et récupérer mon corps. Écoutez bien ça. Récupérer mon corps. Nous avons plusieurs corps. Nous avons le corps astral, le corps quantique, le corps énergétique, etc., le corps physique. Mais tous les corps ne sont pas récupérés. Et certaines personnes, et il se trouve que toi, Célia, c'est ton cas, certaines personnes ont une énergie extrêmement diffuse. C'est-à-dire qu'il y a je dirais pas une non-acceptation, je dirais une volonté assez faible d'être véritablement dans sa vie. Et ça fait des personnes qui se posent beaucoup de questions, ça fait des personnes qui sont là mais qui aimeraient être ailleurs. Ce sont des personnes, et ces personnes-là, comme toi Célia, et je te le dis, tu poses la question devant tout le monde, donc je te réponds devant tout le monde, cette question, elle est hyper importante. Moi, j'étais comme ça aussi, j'avais une énergie totalement diffuse. Et ça veut dire que tu n'as pas tes corps, ça veut dire que tes corps sont en train de se balader partout, et que toi, tu n'es pas ici, tu n'es pas concentré dans ta vie, tu n'es pas totalement incarné, alors parce que tu es présente, mais tes corps s'échappent. Et il y a un travail à faire pour récupérer ces corps. C'est d'ailleurs un travail qu'on fait souvent parce qu'on a pris le TGV ou on a pris l'avion, c'est-à-dire on a été projeté dans l'espace à des vitesses impossibles, voire supersoniques, et en fait, nos corps nous ont lâchés. Et donc du coup, quand on arrive à destination, on récupère ces corps. Ça nous permet d'ailleurs de beaucoup, beaucoup mieux supporter les voyages. Et le jet lag et toute la fatigue, je récupère mes corps. Moi, j'allais beaucoup à Montréal et j'allais beaucoup à Bali. Et donc, à chaque fois, j'étais cramé jusqu'à ce que je me dise, enfin, j'ai été cramé une fois ou deux. Et en fait, je me dis, non mais récupère tes corps, pense à ça. Et donc, à chaque fois que j'arrivais à l'aéroport, je me posais pendant l'attente des bagages, je récupérais mes corps, c'est-à-dire on aspire nos corps. Là, une fois de plus, on peut utiliser la visualisation pour ramener nos corps et se ressentir un. D'ailleurs, je le fais ici, mes corps, ils sont pas loin, ils sont là, mes corps. Mais quand je reconcentre mes corps, je sens qu'il y a une énergie qui est une énergie forte qui me prend et qui est juste extraordinaire. Et les gens qui sont comme ça, dans oui, mais je sais pas trop, et en fait qui ont une sorte d'hésitation presque dans leur fonctionnement, ce sont des gens dont les corps sont très loin. Et donc, c'est pas étonnant que tes corps fassent n'importe quoi la nuit et aillent visiter les gens, puisqu'ils font déjà n'importe quoi le jour. Donc, n'importe quoi, c'est pas un jugement, hein, ils vont n'importe quoi, dans n'importe quoi, il y a pas de destination particulière, il n'y a pas de but et il n'y a pas de sens particulier. Donc c'est normal qu'à errer dans la journée, ils vont aussi errer dans la nuit et ça réveille tes potes.
récupère tes corps. Et à tous, récupérez vos corps. Et je sais que je peux le dire parce que je pense qu'il n'y a pas 1% de ce groupe qui sait faire cet exercice-là et qui sait prendre le temps de récupérer les corps. Je pense que les assistants savent le faire, mais pas tout le monde. Je prends la question d'Olivia aussi. Je sais qu'elle a été répondue par Zina, par Julie, mais il y a aussi autre chose. Alors c'est bon. Pour lire une information sur les difficultés et facilités relationnelles d'une personne, nous avions travaillé sur le plexus solaire et les questions du qui suis-je. Et en réécoutant le live du 21 novembre, tu nous indiques la zone droite du cortex. J'aurais besoin de clarifier ça. Donc c'est cette question que je voulais prendre que je trouve vraiment très intéressante. En fait, le plexus, c'est qui suis-je. Donc c'est-à-dire qui suis-je dans ma vie financière, qui suis-je dans ma vie professionnelle, qui suis-je dans ma vie personnelle, qui suis-je. Donc c'est une relation entre moi et moi, d'accord. Le qui suis-je ne va pas forcément, même ne va pas concerner les autres. C'est je suis qui quand je travaille en fait, je suis qui quand je suis en famille, je suis qui quand je suis avec mes amis, je suis qui quand je suis avec mes enfants. La question c'est entre moi et moi. Et quand je dis, alors c'est pas le cortex, attention, ça reviendrait à dire, tu nous as dit que l'estomac, il était... Non, je ne parle que d'énergie. Dans le cerveau, sur le côté droit, il y a une énergie qui circule. Et cette énergie, elle est pleine d'informations sur la relation. C'est-à-dire comment j'organise mon modèle relationnel. Là, on est sur le modèle relationnel. Là, on est sur la relation à soi-même, c'est-à-dire quelle vision on a de soi. Donc effectivement, on peut avoir le sentiment que parfois, les informations, elles se coupent ou elles ne sont pas tout à fait cohérentes, mais en réalité, elles sont extrêmement cohérentes. Maintenant, et je vais te faire la réponse, Olivia, que je fais depuis 9 ans maintenant dans cette formation, c'est, tu peux poser cette question sur le mur, mais la première des choses que tu as à faire, c'est tester. Parce que tant que toi, tu n'as pas testé la différence entre un scan du plexus, un scan de l'énergie du côté droit de la tête, un scan de l'énergie du plexus, un scan du côté droit de l'énergie de la tête, un scan du côté du plexus, et que tu n'arrives pas à faire des constats par simplement contraste, ben la réponse, elle sera jamais claire pour toi. Je peux te la faire, mais elle sera jamais claire pour toi. Ok ? Après, pour les échelles, mais je crois que c'était Julie qui disait ça, pour les trouver un chiffre est une manière de représenter l'information que tu cherches et de la rendre compréhensible pour ton scanner. Mais au fond, comment ressens-tu? Je pense que c'est la meilleure réponse qu'on peut te faire. C'est exactement ça. C'est une façon de déterminer les choses pour que tout le monde sache à peu près de quoi on parle, mais en vrai, comment toi tu ressens les choses, c'est autre chose. D'accord ? Alors, j'essaye de reprendre la vidéo et de voir s'il y a des... Je ne vois aucun commentaire. Je vais rafraîchir. Merde, ça y est. Dommage. Ils sont arrivés au moment où je rafraîchissais. Ok. Bon. Le travail consiste en ce moment à comprendre la connexion avec les contacts. Donc, on en revient un petit peu à ce que je disais avec Stella, c'est-à-dire de comprendre que cette personne qui est en face de moi, elle est certes incarnée dans un corps, mais son énergie est partout, dans tous les espaces et dans tous les temps. Il y a près de cette personne d'autres personnes dont l'énergie est présente dans tous les espaces et dans tous les temps, mais qui ne sont pas forcément en incarnation. Aujourd'hui, on a vraiment suffisamment de témoignages de canalisation pour savoir que bon, l'existence des énergies, on sait maintenant, la science est en train de le prouver avec les consciences intelligentes autonomes. Mais en fait, est-ce qu'on peut rentrer en contact avec elles? Ça, c'est autre chose. Et je pense que la science s'y mettra d'ici 1 ou 2 ans. Mais pour l'instant, il faut qu'ils confirment bien la présence de ces consciences autonomes et intelligentes. Et ensuite, on commencera à savoir si on peut communiquer avec. Il se trouve qu'on communique avec depuis la nuit des temps.
Et que pour certaines personnes, aujourd'hui, c'est juste une question d'apprentissage. Il n'y a pas de don particulier. Moi, j'ai pas de don et je discute toute la journée avec ça. On va discuter d'une façon particulière avec les entités, avec le moi supérieur et avec les contacts. Pendant un scan, vous pouvez faire appel aux entités, si elles se présentent, et leur poser des questions, et si c'est un père, une mère, un enfant ou quelqu'un qui veut passer un message, c'est magnifique d'être celui qui transmet l'information. Vous pouvez travailler avec le moi supérieur, c'est-à-dire le contact avec lequel vous avez travaillé, qui n'est que vous dans l'énergie. C'est-à-dire, c'est presque votre double énergétique. Et ce double énergétique peut vous donner des informations d'une façon extrêmement claire. Alors, je vous parle d'un exercice que vous risquez de pas forcément parvenir à faire aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui me disent « Moi, j'arrive pas. » Mais quand je fais l'exercice avec eux, là, sur place, tout le monde y arrive. Donc, il y a comme une sorte de barrière. Et cette barrière, c'est la recherche de quelque chose de particulier. C'est-à-dire que je vais vous expliquer ce qu'est l'exercice. Vous allez l'entendre avec votre tête, normal, puisque c'est à votre tête que je m'adresse. Et ensuite, vous allez essayer de faire en sorte que votre corps, il fasse exactement ce que votre tête a compris. Mais ce n'est pas ça l'exercice. L'exercice, c'est de piger un principe et de demander ensuite à son corps d'expérimenter pour comprendre comment ce corps vous montre ce principe. Et non pas comment ce principe s'imprègne dans votre corps. C'est votre corps qui va montrer comment vous utilisez le principe. Je vous donne un autre exemple. Imaginons que nous soyons tous au bord d'une piste d'athlétisme. Tous, nous, tels que nous sommes. Certaines personnes sont déjà plus ou moins habituées à courir sur une piste d'athlétisme et d'autres non. D'autres l'ont jamais fait, d'autres l'ont fait mais il y a très longtemps. Donc, je vais vous dire, alors, vous allez courir à 12 km/h tout autour, et vous allez arriver en exactement ce temps-là. Votre tête va comprendre le truc et évidemment va demander à votre corps de faire ça. Mais peut-être que votre corps ne sait pas encore le faire. Et vous allez dire, mais je comprends pas, tu m'as dit 12 km/h, mais c'est difficile, c'est impossible. Non. Entraîne-toi. Et à un moment, tu diras, ah mais oui, ça y est, j'ai pigé 12 km/h et je le fais exactement le tour en temps de temps. Ouais, j'ai compris. Ok ? Donc là, c'est exactement ce que je vais vous expliquer avec cet exercice qui s'appelle le oui-non. C'est marrant, Nathalie, ton message. Je réponds au message de Nathalie parce que il est chouette, ce message. Ça, c'est vraiment, je trouve que c'est l'innocence de l'humain. En fait, c'est difficile pour un mental d'imaginer qu'en réalité, je suis un dans la matière et je suis un dans l'énergie. Moi, quand je suis dans la matière et que je suis un, si je bois ce verre d'eau en même temps, je ne peux pas parler. Ou alors, ça va donner de la merde. Donc, soit je parle, soit je bois. Soit je vais dans la cuisine, soit je vais dans le jardin. Soit je discute avec mon fils, soit je discute avec mon voisin. Soit je vais chercher du pain, soit je descends à la cave. Mais je ne peux pas faire deux choses en même temps. C'est un principe humain. Et cette innocence humaine nous fait dire que notre double énergétique n'est pas capable d'aller chercher le pain et en même temps d'aller à la cave. Mais il se trouve que c'est de l'énergie. Donc on n'a pas besoin d'avoir 15 doubles énergétiques, on en a un seul qui fait tout, puisque notre énergie est omniscient, omnipotente, omniprésente. Ça veut dire qu'elle est partout, tout le temps, et qu'elle fait tout. Donc non, on n'a pas besoin d'avoir
des doubles énergétiques qui sont voués à chaque chose. Le même double énergétique qu'on a missionné pour préparer le terrain d'un projet qui nécessite de rencontrer des gens ou de devenir populaire, il est aussi en train de gérer la relation qu'on a avec telle personne. Il est en train de gérer notre énergie, le flux de notre énergie intérieure. Il est en train de gérer notre carrière de scanner. Il est en train de gérer notre relation avec nos enfants. Parce qu'en fait, je suis un. Dans la matière, et c'est ça que je suis venu expérimenter, je ne peux pas faire deux choses en même temps, je suis totalement limité. Et si je tends mon bras, je n'arrive pas à toucher le mur en face de moi. Ici, oui, j'arrive à toucher la fenêtre parce qu'elle est là. Mais si j'ouvre la fenêtre, je ne peux pas toucher l'arbre qui est derrière. C'est pas possible. Parce que je suis limité dans la matière. Mais je suis illimité dans l'énergie. Et c'est ça qui est passionnant quand on travaille l'énergie, qu'on travaille le quantique en général. C'est qu'en fait, il n'y a plus de limite. On peut absolument tout faire. Et la seule limite, c'est de considérer qu'on ne peut pas tout faire parce qu'il y a des limites. OK? Allez, revenons à cet exercice du oui-non. L'exercice du oui-non est un exercice assez simple, même très très simple, qui peut vous aider pendant vos scans à aller chercher des réponses lorsque vous êtes en recherche, peut-être d'une porte de sortie ou peut-être d'autre chose. Cet exercice est un exercice qui peut vous faire gagner énormément de temps, à partir du moment, bien sûr, où vous allez le maîtriser. Vous allez le maîtriser en faisant quoi? En vous entraînant. Le oui-non, se passe, alors je vous dis pour très exactement 85% de la population mondiale, puisque les textes ont été faits au centre Chopra d'endocrinologie en Inde, et il y a un autre centre aux États-Unis, et donc en fait ils ont travaillé sur cette particularité qu'a l'être humain d'aller chercher sa réponse à l'intérieur sans qu'elle soit mentale, sans qu'elle soit physique, mais c'est une interaction avec l'énergie qui répond. Et les recherches ont établi que ce qui répond est le moi supérieur. Donc la partie avec laquelle vous avez tchatché normalement depuis vendredi dernier. Ça se passe pour 85% de la population mondiale au niveau du thorax. C'est ça, 85. C'est 15%, ça se passe au niveau du cœur. Donc on va d'abord faire les 85%. Donc au niveau du thorax, il y a, juste au-dessus du plexus, une zone qui va s'activer. Elle s'active pour donner une réponse à une question qu'on va poser très clairement. Donc après, on apprendra à poser la question. Cette zone, elle va répondre oui ou elle va répondre non. Mais cette zone, elle peut répondre aussi oui et non. En fait, ce qui veut dire qu'en gros, ta question est mal posée. Ou est-ce que tu peux reposer la question différemment? Le oui va être une sorte de chaleur qu'on va recevoir. Donc moi, par exemple, c'est une chaleur qui monte. Elle part de là et elle monte. Et le non va être une contraction. Ça va être une contraction. Le oui-non, c'est un truc un peu entre les deux. Mais il n'y aura jamais d'autres réponses. Peut-être la seule chose qui peut arriver en dehors de ces trois réponses, c'est de ne rien ressentir. Et ça, c'est une réponse. C'est-à-dire que soit ça ne répond pas parce que le mieux, c'est qu'est-ce que tu en penses toi, ça veut dire. Ou bien, il faut du temps, un peu de temps, il faut peut-être 5, 6, 10 secondes parfois, et la réponse arrive. Mais quand il ne se passe rien, on attend un peu et la réponse arrive. Il y a des gens, ils posent une question, ils attendent tout de suite et ils disent « Ah merde, ça ne marche pas ». Ils n'ont même pas 10 secondes de patience pour attendre que la réponse, elle arrive. Et la réponse, elle va se matérialiser dans le corps, donc avec cette contraction ou cette dilution. La contraction n'est pas très agréable, la dilution est très chaleureuse, très agréable. Pour les 15% qui restent, il y a le cœur. Le cœur, ça fonctionne différemment. Soit il accélère et c'est très désagréable, et c'est un non. Soit il ralentit, il se calme et c'est très agréable, et c'est un oui. D'accord? Donc voilà comment ça se passe. Et en fait, il y a une sorte de malaise entre accélération et qui fait qu'effectivement, on est sur un peut-être bien, et qu'il faut de là repasser. C'est exactement la même chose, mais ça se passe sur le cœur. Accélération ou ralentissement du cœur, pour 15% de la population. Alors il y a toujours ces gens
tous les ans, qui se disent « oui, mais moi, c'est pas comme ça que ça marche », etc. et qui vont fuir cet exercice en disant bah, « moi, j'ai trouvé un autre moyen, j'ai l'œil qui clignote, j'ai le machin, j'ai le truc ». Vous faites ce que vous voulez. Vraiment, vous faites ce que vous voulez. Mais le plus simple, c'est d'utiliser l'outil que tout le monde utilise. Et tant pis si ça fait de vous 1 parmi 85% et que ça vous gêne. Tant pis si ça fait de vous 1 parmi 15% et que ça vous gêne. Vous êtes déjà extrêmement rare à savoir faire cet exercice, alors essayez pas tout de suite de le fuir en disant mais moi non, tous les ans il y a ça, donc je vois pas pourquoi cette année il y aurait pas, donc je préfère le dire. Tous les gens il y a ça, il y a ces gens qui disent non mais moi ça marche pas, mais en fait moi mon truc c'est mon petit doigt qui se lève. Non, en fait vous inventez des trucs. Alors notamment, et pourquoi c'est génial en fait ce oui non, parce que le corps ne peut pas reproduire la chaleur et la tension. La chaleur du oui et la tension du non. Le corps ne sait pas faire ça. C'est-à-dire que si je demande à mon plexus de se crisper, ce ne sera jamais un non, comme je suis capable de le recevoir. Je ne peux pas non plus donner à mon thorax l'ordre de rayonner de la chaleur, c'est pas possible. Je ne peux pas faire cet exercice consciemment. Je ne peux pas le faire. Donc, quand on ressent, il n'y a pas de question qui se pose sur « oui, mais est-ce que c'est pas moi qui fais le truc ?» Non, tu ne peux pas le faire. Tu n'es physiologiquement absolument incapable. Par contre, tu peux faire clignoter ton œil. Moi, je peux faire clignoter mon œil si je veux. Voilà, je mets du stress dans mon œil, je peux faire clignoter mon œil. Et je peux faire clignoter mon doigt si je veux. Je mets du stress dans ma main, je fais monter, voilà, je fais monter. Et en fait, ça y est, il commence à trembler. Donc, si je peux le faire consciemment, ce n'est pas la bonne méthode. Ça ne doit se produire qu'avec quelque chose que je ne peux pas faire consciemment. Comme ça, j'ai aucun doute sur la réponse. Et je sais que je n'influence en rien cette réponse. Et ça, c'est clair. Le postulat de cet exercice, c'est justement d'avoir trouvé un moyen d'être en connexion, oui, non, ou peut-être bien que oui, peut-être bien que non, avec mon moi supérieur, de façon extrêmement rapide, extrêmement efficace et extrêmement efficiente. Alors, comment on peut quand même imaginer ou se dire comment je peux savoir alors que c'est oui et que c'est non? Eh bien, il y a une position, il y a deux postures du corps qui sont la posture où on tend la tête à l'envers et en fait, là, il y a une crispation parce que physiologiquement, vous tirez dessus et donc votre corps essaye de vous rattraper. Il y a une petite crispation qui ressemble au non. Et il se trouve que quand on met les mains sur le plexus avec de la chaleur dedans et qu'on se penche en avant, il y a quelque chose qui est très rassurant et c'est une idée du oui. Ok ? Cet exercice, et j'espère que vous regarderez cette vidéo plusieurs fois avant de poser des questions, regardez cette vidéo plusieurs fois pour comprendre le principe, appliquer le principe, vous entraîner sur le principe et ensuite vous poserez vos questions. Lorsqu'on commence à travailler avec cet exercice, en fait, on va d'abord poser des questions pour paramétrer le oui-non. Et donc, on va poser ce qu'on appelle les questions absurdes. Et les questions absurdes nous permettent justement de savoir très précisément comment on ressent les choses. Je peux poser une question très précise qui va m'apporter un non absolu. Par exemple, est-ce que je suis une jeune fille de 16 ans qui s'appelle Christine? Évidemment, je reçois non. Alors moi, j'ai tellement utilisé le oui-non que le non est devenu, bam, c'est une brutalité dans mon corps. Donc, je ne vais pas faire beaucoup d'exercices pour tenter le non parce que ce n'est pas super agréable pour moi et j'ai suffisamment d'estime pour ma vie pour ne pas m'infliger ce genre de choses. Mais voilà comment on travaille dessus. Je peux poser des questions idiotes. Est-ce que je suis une girafe de 2,70 m? Non. Alors, au départ, ça va peut-être pas être évident. Au départ, peut-être que c'est extrêmement subtil. Ce qu'il faut pour faire cet exercice, c'est du temps
pour capter ce qui est en train de se passer. C'est pas l'exigence d'avoir un résultat direct. C'est juste capter ce qui se passe à l'intérieur à ce niveau-là, ou au niveau du cœur. Certaines personnes vont me dire, bah moi, quand je pose la question, je capte rien au niveau du thorax. Par contre, je sens que mon cœur, effectivement, il s'accélère quand la réponse est non. Est-ce que je suis une girafe de 2,70 m? C'est mon cœur qui s'accélère. Mais mon plexus, lui, fait rien. Ça veut dire que tu fais partie des 15% de la population. Mais si tu sens que ton plexus, il est en train de créer un petit nœud, si tu sens qu'il y a une légère tension, eh bien ça veut dire que tu commences à mettre la main sur le non et que plus tu vas l'entraîner et plus ce non va être clair. Et puis tu peux demander aussi, à partir du moment où tu commences à sentir ce non, tu peux demander aussi à ce qu'il soit un petit peu plus, monter un petit peu le volume. Pourquoi tu ne peux pas le faire avant? Parce que si tu ne le sens pas, ça veut dire qu'il y a une part de toi qui t'en protège. Parce que ton architecture traumatique se pose la question de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Et dans le doute, elle va t'empêcher de recevoir. Et puis petit à petit, comme elle va te voir insister et en même temps, elle va te voir plutôt bien avec cet exercice, petit à petit, elle va faire les connexions dans ton plexus pour que ce non ou ce oui soit reconnaissable. Et donc, tu vas poser des questions idiotes, et ces questions idiotes, elles répondent non, mais ces questions idiotes, elles répondent oui. La question idiote du oui, est-ce que techniquement, je viens de boire un verre d'eau, et je sens que j'ai une... Moi, c'est comme un peu une bouffée de chaleur, à partir de cet endroit-là, de mon thorax, au-dessus du plexus. Ok, donc ça veut dire oui. Pourquoi on pose des questions idiotes? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre réponse que oui et non. Et pourquoi il faut qu'on passe par là? Parce que les questions qu'on pose quand on travaille le oui et non sont des questions alambiquées. Et savoir poser la question, elle est sans doute la chose la plus difficile de cet exercice. Comment on pose une question? Ce qu'on a appris, c'est à poser des questions en disant « Est-ce que c'est ça qu'il me faut? Est-ce que c'est bien d'aller vers ceci? Est-ce que c'est OK que je connecte cette personne? Est-ce que j'ai une relation qui arrive dans ma vie? Est-ce que c'est une bonne chose pour moi d'aller dans cette relation ?» Et là, les réponses vont être oui. Oui, bien sûr, c'est bien. Alors, je vais dans cette relation et en fait j'y suis bien, puis ça commence à se tendre et tout, puis je vais dire « Oh là là, c'est tendu, est-ce que c'est une bonne chose pour moi de continuer cette relation? » Oui. Et puis c'est de plus en plus tendu, et puis là ça commence à vraiment mal se passer, et je dis, oh ouais, c'est le bordel quand même, hein. Mais est-ce que c'est une bonne chose pour moi que je continue cette relation? Oui. Je me dis, bon, bah ça va sans doute s'arranger, et ça va de mal en pis jusqu'à ce que ce soit catastrophique. Et je me retrouve dans ma cuisine, assis par terre en train de bouffer du Häagen-Dazs, avec le frigo ouvert et en train de pleurnicher, en me disant, je comprends pas pourquoi l'énergie m'a dit de continuer cette relation, parce que j'ai souffert, parce que c'est de la merde et parce que c'est un pervers narcissique. La réponse était oui, parce que la question c'est, est-ce que c'est une bonne chose pour moi? Est-ce que c'est une bonne chose pour mon bonheur? C'est autre chose. Moi qui veux vivre une sublime relation d'amour, est-ce que c'est une bonne chose? C'est encore autre chose. Mais est-ce que c'est une bonne chose pour moi? Oui, ça te fait juste une leçon de plus. Ça te fait un apprentissage de plus. Donc oui, la réponse c'est oui. Donc si vous voulez avoir des réponses qui sont justes, posez des questions intelligentes. Ne posez pas des questions qui sont absurdes et dont le oui est une énorme évidence. Est-ce que c'est une bonne chose pour moi que je cours et que je m'explose la gueule sur le mur? Oui. Est-ce que c'est une bonne chose pour ma santé mentale que je m'amuse à faire ça? Non. Est-ce que c'est une bonne chose pour mes dents ou mes lunettes que je le fasse? Non. Donc on pose toujours la question en remettant un contexte. Le contexte, c'est qu'est-ce que tu veux en fait? Dans la mesure où, ça c'est un contexte, dans la mesure où je souhaite avoir une vie amoureuse, heureuse, épanouie, sexuellement enrichissante et intellectuellement satisfaisante. Est-ce que c'est une bonne chose que je démarre ce couple avec cette personne? Oui. Ou bien, non. Mais ça va répondre au contexte. Ça ne va pas répondre à est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne chose par rapport au contexte?
dans la mesure où j'ai envie d'aller dans une vie où je vais faire l'expérience du succès, de la richesse et de l'abondance, et encore là, on peut avoir un oui un peu malin, est-ce que c'est une bonne chose que j'aille dans ce projet-là? Oui, et si je me casse la gueule, c'est parce que l'apprentissage que je vais faire dans ce projet-là, c'est ça qui va m'amener à ce que je veux vraiment, c'est le succès et la richesse. Mais il faudra passer par ça, donc oui. Et voyez vraiment votre correspondant qui est vous, qui est là pour faire des expérimentations et pas pour se pavaner à la terrasse des cafés, quoi. C'est l'humain incarné qui se pavane à la terrasse des cafés. C'est l'humain qui frime. Mais l'être supérieur que vous êtes, c'est-à-dire votre énergie s'en fout. Votre énergie a besoin de faire des expériences. C'est pour ça qu'elle est venue. Donc, toujours, on remet dans le contexte. Et lorsqu'on est en scan, on peut aussi poser des questions sur le scanner pour aller très vite, pour aller plus vite, en disant, dans la mesure où on cherche à ce qu'elle libère cette énergie pénible-là, est-ce que c'est une bonne chose de lui proposer d'aller dans la forêt? Est-ce que c'est une bonne chose de lui proposer de reprendre le sport? Est-ce que c'est une bonne chose dans la mesure où le contexte est posé? Et là, la réponse sera oui, ou la réponse sera non, ou la réponse sera oui, non. Alors, quand on a un truc qui est un peu entre les deux, on repose la question. Par exemple, ça peut être, dans la mesure où cette personne cherche vraiment et définitivement à se libérer de cette tension intérieure, est-ce que la meilleure des portes de sortie, c'est de la faire marcher, de lui faire prendre l'air? Oui, non. Dans ma proposition, il y a deux trucs. Il y a marcher et prendre l'air. Peut-être que dans votre tête, il n'y en avait qu'une. C'était marcher, prendre l'air. Mais peut-être que l'énergie, elle fait une distinction entre marcher et prendre l'air. Donc, je reprends, dans la mesure où cette personne veut se libérer de cette tension dans sa vie, est-ce que la meilleure des solutions, c'est déjà de marcher? Oui. Est-ce que c'est de marcher en prenant l'air? Non. Ok. C'est pour ça que de marcher, prendre l'air, c'était un oui-non. Donc marcher, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne, elle doit marcher, peu importe, dans la ville, oui. Ça veut dire qu'elle peut marcher aussi sur un tapis de cours. Oui. Qu'elle peut marcher dans un environnement type salle de sport. Oui. Donc ça veut dire que la porte de sortie, c'est marcher. Beaucoup plus que prendre l'air. Et c'est comme ça qu'on peut avoir beaucoup de réponses. Ok? Est-ce que... En fait, tu ne peux pas influencer le oui-non, et si tu as le sentiment, Sylvie, d'influencer le oui-non d'une certaine façon, ça veut dire que ce n'est pas le bon exercice. C'est pas très compliqué, et je pense que parfois dans l'énergie, on a besoin d'avoir ces exercices, justement, qui nous soulagent de tous ces questionnements. Tu ne peux pas. Moi, je ne sais pas comment on fait avec l'épiphyse de la glande pinéale, je ne sais pas. Moi, ce que je fais, c'est ce que je t'enseigne ici avec le corps. Et moi, je ne veux pas savoir faire quelque chose. Tu vois, je ne veux pas savoir produire quelque chose. Je veux que l'énergie produise quelque chose à ma place sur moi. Et c'est comme ça que je travaille. Mais je ne produis pas quelque chose sur l'énergie. La seule chose que je peux faire pour produire quelque chose sur l'énergie, c'est appliquer le processus de matérialisation, la trame, ou des exercices de type scène de théâtre, ou des exercices de type connexion, mais parce que ça va me permettre de transformer l'information dans l'énergie que je suis. Mais cette énergie-là, quand je discute avec, ce n'est pas une énergie que j'ai transformée, ça c'est mon flux sortant. Là, c'est mon moi supérieur. Mon moi supérieur, c'est juste une autorité qui sait, c'est la part de moi qui sait, et cette autorité qui sait, je ne vais pas l'influencer, parce que ça ne servira à rien, et puis parce que ce n'est pas le but du jeu. Et si j'ai besoin de me rassurer avec la tentation d'imaginer que je sais influencer ça, moi, j'arrête tout mon travail. J'arrêterai. Mais vraiment, du jour au lendemain, si j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose en moi qui essaye d'influencer mes capacités énergétiques pour reprendre le contrôle
de ça, j'arrête. Parce que ce n'est absolument pas du tout compatible. Alors, je ne dis pas que c'est ce que tu fais, hein. Je dis que beaucoup de gens cherchent ça. Et ça s'appelle de l'ésotérie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui cherchent à avoir le contrôle de l'énergie pour exercer quelque chose qui serait soit une énergie mortifère, soit une énergie vivante. C'est-à-dire que les gens qui se réunissent, je bois un verre d'eau parce que ça vient toujours un peu me charger à l'intérieur, qui se réunissent en groupe de 300 ou 400 personnes en disant on va envoyer des bonnes ondes à Emmanuel Macron, pour moi c'est compliqué. Pour moi c'est un abus énergétique et ça devrait être absolument interdit par la loi de l'énergie. On ne doit pas envoyer quelque chose à quelqu'un qui n'a rien demandé. Donc déjà, dans le scan, je vous demande, et parfois sur un ton un peu suppliant, de ne pas interférer avec l'autre sur quelque chose qu'il ne veut pas. Je vous demande aussi de ne pas aller scanner pour donner des informations à quelqu'un qui ne les a absolument pas demandées. L'ingérence est absolument impossible pour moi à saisir comme une certaine forme d'intelligence. Pour moi, c'est l'abus absolu. Donc, je ne vais pas faire d'ingérence sur moi. Jamais. Si je suis en train de faire une ingérence sur moi, j'arrête. Donc, si je suis en train de faire une ingérence sur l'autre en lui balançant une onde parce que je veux que cette personne, elle obéisse à un truc, pour moi, c'est pas OK. Si je veux utiliser l'énergie pour balancer quelque chose de néfaste qui va soit fatiguer, soit rendre malade, en fait, le vaudou et tout ça, qui va agir d'une façon néfaste sur quelqu'un, pour moi, c'est pas OK. Et si moi-même, j'arrive à trouver un moyen de contrôler cette énergie qui, normalement, est capable, largement plus que moi, d'aller répondre à la question, j'arrête. Donc, je sais que c'est pas de ça dont tu parles, hein, mais j'insiste sur la question d'imaginer influencer l'énergie. Un petit enfant qui ne comprend pas encore bien, qu'on ne sait pas tout faire à la fois, est-il davantage connecté à son double énergétique? En fait, non, le petit enfant, il est dans l'apprentissage de la matière, et c'est petit à petit que la matière va... Alors, question très intéressante, parce que on voit bien qu'il va y avoir une phase dans la vie où la matière va nous déterminer comme étant un être limité. C'est-à-dire, parce que je cours trop vite, je me prends une vitre, parce qu'il y a un coin de table, parce qu'il y a quelqu'un qui me donne un ordre, parce que quand je suis dans mon lit avec barreau, j'arrive pas à en sortir. En fait, il y a tellement d'informations qui insistent sur le fait que je sois limité, qui fait qu'en fait, je vais finalement y croire. Parce que je vais m'enseigner à moi-même que je ne suis rien d'autre qu'un corps limité, qu'un esprit limité, qu'une intelligence limitée, qu'une créativité limitée, qu'une relation limitée, et je vais me voir comme limité. Et notre travail en incarnation, c'est justement de ne pas se faire avoir par ce jeu-là, et de comprendre que par-delà la limite, il y a tous mes potentiels énergétiques. Et c'est ça qu'il faut aller chercher, à mon sens, dans la vie. C'est ça qu'il faut enseigner à nos enfants. Moi, j'ai eu un jour la possibilité d'enseigner quelque chose à Tom, donc moi, je n'enseigne rien à mes enfants qu'il n'ait pas demandé. C'est-à-dire que je travaille beaucoup, par exemple, les processus de matérialisation. Et là, Lila m'a envoyé juste avant ce live un message pour lui demander un conseil sur l'application du processus, parce qu'elle le veut. Mais je ne fais absolument rien avec Tom, parce que Tom ne demande rien. Il sait que ça existe, je lui en parle. Là, il est malade, je lui coupe le feu. Il sait que c'est possible, mais il ne m'a jamais demandé d'apprendre à couper le feu, donc je ne lui apprendrai jamais. Je ne suis pas là pour lui imposer ça. Et en fait, le fait que je lui impose, c'est déjà savoir que dans 10 ou 15 ans, il va me le reprocher, il va me le foutre à la gueule en disant « Oui, mais toi et tes trucs. » Non, non, moi et mes trucs, ça ne me concerne que moi. Je t'ai jamais emmerdé avec ça. Donc, tout ça pour dire que nos enfants, par exemple, on peut, par l'expérience, leur démontrer la puissance de l'énergie. Quand Tom il était à l'école primaire, il était très amoureux d'une jeune fille qui était dans la classe supérieure, qui était absolument
sublime, c'était une jolie métisse avec des beaux yeux verts. Elle était sublime, cette petite fille. Et en plus, elle était gentille. Elle était adorable. Et donc, je voyais qu'il avait un crush. Il était tout petit, mais il était tout timide et il n'osait pas. Et en fait, je lui disais, tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Tu as juste besoin de communiquer que tu aimes. Pas avec des mots, pas faire un dessin ou quoi. Tu n'as pas besoin de lui dire. Juste, tu es ça. Tu es, toi, l'amour pour cette fille. Et ça suffit. Un jour, il sort de l'école et il était pas bien. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, en fait, j'ai dit à sa copine que j'étais amoureux. Sa copine est allée lui dire. Et en fait, sa copine est revenue en disant, ça ne l'intéresse pas. Et donc, il était triste. Et je lui dis, tu sais, dans la matière, là, dans la vie, là, on peut s'arrêter là-dessus. Il a dit ça, elle a dit ça, donc c'est la vérité. Mais tu peux aussi continuer de l'aimer. Parce que comme toi, tu es vexé, là, tu veux la punir. Tu veux la punir. Donc tu veux lui retirer ton amour parce que tu es vexé. C'est ça que tu es en train de faire? Bah oui, je sais que c'est ça que je suis en train de faire. Eh bien, continue de l'aimer. C'est pas grave. Elle a le droit de ne pas être intéressée et tu as le droit de l'aimer. Ça te va? Ça te va? Bah oui, ok. C'est plus confortable? Bah oui, ok. Et une semaine après, il me dit, c'est mon amoureuse, en fait, on se l'est dit, etc. Et elle m'a dit que quand elle a dit ça m'intéresse pas, c'est parce qu'en fait, elle voulait pas avoir l'air idiote avec ses copines, elle voulait pas que ses copines le sachent, parce qu'elle est timide, mais elle aussi, elle m'aime. Et en fait, elle m'a dit, je suis contente parce que j'avais peur que tu m'aimes plus, et en fait, je me rends compte que même si je t'ai dit ça, tu m'aimes encore. L'énergie. Il lui a pas dit « je t'aime encore ». Rien. Il a continué d'être gentil avec elle. Il a continué de la considérer comme quelqu'un qu'il aime. Et c'est ce que je lui disais. Tu peux tout à fait considérer cette personne comme quelqu'un que tu aimes. Même si elle est devant dans la classe et que toi tu es au fond. Même si elle est dans la cour et que toi tu es dans la classe. Considère cette personne. Parce que l'amour, ça se sent. Et moi je pense que l'amour et tout le reste, ça se sent. Donc, les enfants sont connectés à l'énergie, certes, mais ils vont avoir un processus d'apprentissage de la matière qui va soit les couper avec la matière, soit les ramener à autre chose, c'est-à-dire à l'identification de leur énergie et au travail qu'ils vont faire avec. Il y a de plus en plus d'enfants nouveaux, donc il y a de moins en moins d'enfants qui se laisseront avoir par l'apprentissage de la matière et de plus en plus d'enfants qui vont considérer l'énergie plus facilement que nos générations. Je ne pensais pas influencer, mais c'était pour moi un moyen de communiquer avec mon corps, un peu comme le pendu, je vais apprendre à ressentir différemment. C'est très intéressant, merci beaucoup. Et oui, c'est sur les énergies que l'on reçoit. Notre corps, naturellement, sont forcément des réponses de notre moi supérieur. Tout est découverte, apprentissage et évolution. Hâte de découvrir cela. Et en plus, tu vas voir, Sylvie, il y a une sorte de... Enfin, moi, j'aime l'idée que je fais équipe, tu vois. J'aime l'idée que je fais équipe avec l'énergie. Et donc, que mon énergie, en ce moment, est en train de faire équipe avec d'autres énergies, donc d'autres consciences autonomes, intelligentes, non incarnées, et qu'elles sont en train de préparer le chemin. Alors, elles ne le font pas parce qu'elles sont super gentilles. Elles le font parce que j'ai missionné ça. Et j'aime... Pour moi, ce serait ma religion, si tu veux. Ce serait de dire, en fait, c'est la religion qui dit je pensais que j'étais un être humain en train de faire une expérience spirituelle. En réalité, je suis un être spirituel en train de faire une expérience humaine. Ben, c'est exactement ça, en fait. Moi, je suis incarné dans mon corps. J'ai voulu cette incarnation. Je suis ici et je l'accepte. Bon, il m'a fallu du temps pour l'accepter, mais aujourd'hui, je suis ici et je l'accepte. Mais maintenant, je missionne mon énergie pour que les choses se fassent. Alors, il y a une anecdote qui s'est passée ce week-end, c'est qu'une des personnes qui était à la Masterclass Titan, donc on travaillait sur le double énergétique, et une des personnes qui me dit ah ouais Laurent, tu sais, j'ai un terrain à vendre. C'est une personne qui fait partie d'Ambassadeur, et en fait son terrain, elle m'en a parlé 10 fois, quoi. Je dis oui, je sais que tu as ce terrain à vendre, il n'est toujours pas vendu? Elle me dit bah non. Et je lui dis bon, écoute, toi tu as un terrain à vendre et moi j'ai une moto à vendre. Toi tu n'arrives pas à vendre ton terrain et moi j'arrive pas à vendre ma moto. Donc prenons 2 secondes. Ok, c'est quoi l'état énergétique que j'ai dans mon rapport avec ma moto et c'est quoi l'état énergétique que tu as dans ton rapport avec le terrain?
Je veux dire, moi, personnellement, je pense qu'en fait, je suis en désamour de cette moto parce que simplement j'en ai trouvé une mieux et de façon tout à fait bête. L'amour que j'avais pour cette moto, je l'ai retiré pour le mettre là. Non, je dois toujours considérer que c'est une voiture amour, c'est une moto amour pour moi. Et toi, tu considères que c'est un terrain amour pour toi. Parce qu'en fait, si la personne, elle se connecte à la moto, elle va sentir qu'en fait, il y a un désintérêt. Pourquoi elle s'y intéresserait alors que moi, je m'y désintéresse? Ok, on met de l'amour. Et maintenant, on va faire un deal tous les deux. Le premier qui vend appelle l'autre. Je suis rentré depuis, je n'ai que des messages de gens qui veulent acheter ma moto alors que ce n'était pas arrivé depuis un bon moment. Donc, on a chacun missionné notre double énergétique pour ça. Ben, ça, pour moi, c'est vraiment génial parce que pour moi, c'est ça la magie de mon incarnation, elle est là. C'est cette compréhension-là. C'est la compréhension que la personne qui est en face de moi est certes un être humain assis sur une chaise, mais c'est aussi une énergie qui est partout dans la pièce, dont j'arrive à lire les informations et que je peux soit les garder pour moi parce que je lis son énergie générale et ça me permet de mieux la connaître, soit cette personne, je lui transmets l'information de son énergie parce qu'elle a demandé un scan. Mais je suis d'accord avec toi, Charlotte. Moi aussi, je suis honoré de vivre ça. Aujourd'hui, je vous le transmets, mais je suis quand même vachement honoré de vivre ça. Donc, essayez de bosser un peu le oui-non. Essayez de comprendre un peu comment ça se passe. Regardez cette vidéo encore si vous avez besoin, parce que, évidemment, plus vous aurez compris le principe, plus vous aurez de facilité à vous entraîner. Et en fonction de cet entraînement, on a jusqu'à vendredi. Et vendredi, posez-moi des questions et on rentre dans l'application du oui-non. Donc, cette application, pour résumer, elle va vous permettre à vous de répondre à beaucoup de questions sur des choses qui sont en suspens dans votre tête et pour lesquelles vous n'avez pas forcément de réponse. Mais surtout, et c'est pour ça que je vous le transmets, c'est que ça va vous aider dans vos scans pour aller plus vite sur les portes de sortie ou parfois sur les nœuds. Est-ce qu'on est là-dessus? Oui, non. Ah, ok, non, ça dit non. Est-ce qu'on est là-dessus? Ah oui, peut-être, on est là-dessus. Et parfois, on va sur des endroits qu'on n'imaginait pas. Ça ouvre des portes qu'on n'aurait jamais ouvertes parce qu'on ne s'imagine pas. Le oui-non est un facilitateur absolument génial. Et pourquoi le moi supérieur, il sait? Parce qu'en fait, toi, dans ton personnage incarné, tu n'as accès que aux informations de ton mental. C'est-à-dire ton cerveau, il fonctionne comme une bibliothèque qui a enregistré des informations à partir de ce que tu sais et à partir de ce que tu as vécu, enfin, pas à partir de ce que tu as vécu, mais à partir de ce que tu as conclu de ce que tu as vécu. Et ça, c'est ton cerveau, c'est ton mental, c'est ton ego. Et en fait, quand tu vas dans la vie, c'est avec ça que tu voyages. Mais en réalité, le moi supérieur, c'est la part de toi qui sait tout, c'est-à-dire qui est connecté à l'énergie et qui sait tout à ton sujet et qui peut répondre sur tout. On a une anecdote avec Raphaël sur cette fois où on a fait scan ensemble à Lyon. Et en fait, ce n'était pas encore un référent ou un assistant, c'était un élève et un bon élève. Et en fait, il part et en fait, il communique sur le groupe, je sais pas, 3 heures ou 4 heures après avoir quitté les lieux. J'ai perdu ma sacoche avec tous mes papiers, ma carte de crédit, mon argent, etc., etc. Et en fait, tout le monde répondait, est-ce que vous l'avez vu? Bah non, moi je ne l'ai pas vu, il n'était pas dans la salle, je suis parti en derrière. Et je réponds à Raphaël en lui disant, interroge la part qui sait. Et donc il s'est posé. Et en fait, il a interrogé la part qui sait, qui lui a montré sa chambre et les rideaux de la chambre. Il dit, en fait, ça me montre la chambre et les rideaux de la chambre, mais j'ai déjà cherché derrière les rideaux et j'ai rien trouvé. Je dis, rappelle l'hôtel et demande-lui d'aller voir à cet endroit-là. Il dit, ouais, mais en fait, je les ai déjà appelés 15 fois. Rappelle l'hôtel et demande-lui d'aller voir à cet endroit-là. Et en fait, message suivant, effectivement, ma sacoche était derrière les rideaux de la chambre et c'était caché à un endroit où je ne pouvais pas trouver. Donc c'est tout, c'est appelle la part qui sait. Et ta part qui sait, elle était avec toi dans la chambre. Et pendant que toi, tu étais omnibulé par ta valise ou tes affaires ou ta trousse de toilette, et ben ta part qui sait savait que ton truc, elle est là. Et ça, c'est la part qui sait. C'est comme ça, ma chère Nadège. Et plus on fait l'expérience de ça, plus on se rend compte que cette part qui sait, elle sait. Ça veut dire que nous avons absolument toutes les réponses. Je vous laisse sur ce teaser incroyable. C'est vraiment pour le coup le cliffhanger le plus excellent de Scan. Ça veut dire que nous savons tout. Oui, ça veut dire que nous savons tout. Et nous irons chercher la suite de ça plus tard.
Raphaël, il y avait aussi mon Mac tout neuf. Ouais, il a fallu bosser sur l'enjeu, mais à la fin a été heureuse. Merci Laurent. Et pourquoi il serait le futur? Parce que le temps n'existe pas, ma chère Nadège. Il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé. Il n'existe que le présent. Ciao.